Et nous accueillons à distance Marion Maréchal. Bonsoir, merci d'être en direct ce soir dans cette émission spéciale sur BFM TV, vice-présidente exécutive de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, tête de liste aux élections européennes. On va faire les choses simples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre idée forte, si je puis dire? Vous lui avez consacré une tribune aujourd'hui dans le Figaro, qui est de prendre tous les fichiers S pour radicalisation islamiste, si j'ai bien compris, et de tous les enfermer? Alors l'idée elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui il y avait donc 5000 fichiers S pour islamistes, vous l'avez rappelé, qui menacent la sécurité de 66 millions de Français, qu'il existe dans notre pays un principe de précaution sur l'environnement, un principe de précaution sur le Covid où on n'a pas hésité à enfermer 66 millions de Français, mais qu'il n'existe pas de principe de précaution à l'égard des bombes à retardement que sont aujourd'hui les islamistes fichés, qui je le rappelle quand même sont tellement dangereux qu'ils sont identifiés et suivis par les services de renseignement français. Et donc, moi, je ne me résigne pas à attendre que ces islamistes passent à l'acte et qu'ils tuent ou qu'ils égorgent avant qu'on ait donc une réponse judiciaire. Et donc, il me semble que la solution la plus raisonnable, eh bien, elle est simple, c'est d'arrêter et de mettre en détention administrative ces fichiers S, le temps de pouvoir évaluer leur situation au cas par cas, c'est-à-dire soit ils sont des étrangers ou des clandestins, et dans ce cas, évidemment, ils sont renvoyés, soit ils sont des binationaux et dans ce cas ils doivent pouvoir être déchus de leur nationalité dans le cadre d'ailleurs de l'intelligence avec l'ennemi, soit ils sont français et là il faut donc se donner suffisamment de temps pour pouvoir évaluer aussi les motifs éventuels de poursuite et de condamnation dans le cadre de leur comportement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on ne se donne pas le temps de cela, ne serait-ce que pour expulser aujourd'hui un clandestin, je ne vais pas vous l'apprendre, il faut parfois des mois et c'est complexe, et tant que cette procédure n'a pas abouti, eh bien ce sont des personnes qui sont en liberté et donc des menaces pour la sécurité. Et donc moi j'en conclus qu'à situation exceptionnelle, il faut une réponse exceptionnelle. Marion Maréchal, on rappelle quand même ce que c'est qu'une fiche S, c'est un outil de renseignement. Ça ne veut pas dire que le fichier S en question a commis un crime ni même un délit, donc on les arrête quand même s'ils n'ont rien fait. Écoutez, je vais vous donner un exemple d'un fichier S aujourd'hui qui est en liberté, qui est d'ailleurs dans un logement social, qui touche des aides au logement, qui travaille, qui est un homme qui a menacé d'égorgement au cours d'une instance le 6 octobre, l'avocat médiatique que vous connaissez certainement, Thibault de Montbrial. Le profil de cet homme, il est simple. C'est un homme qui est en contact d'ailleurs avec d'autres terroristes. C'est un homme qui a été intercepté alors qu'il tentait de se rendre dans un camp de djihadistes. C'est un homme qui a été condamné par le passé d'ailleurs parce qu'il s'entraînait à faire des égorgements sur des lapins. Et aujourd'hui, cet homme, il est fiché S, il est donc continue d'être identifié comme dangereux par nos services de renseignement et il est en liberté. Voilà. Et ben moi, typiquement, ce genre de profil, voyez-vous, je ne veux pas attendre qu'il commette un éventuel acte sur le sol français avant de pouvoir réagir. Et donc, je crois, et d'ailleurs, je constate que même l'article 15... Sur l'exemple que vous donnez ici, s'il y a eu menace d'égorgement sur tel ou tel, ou menace de mort sur tel ou tel, la judiciarisation, elle paraît évidente. On prend ce jeune homme et on le traduit en justice. Ça paraît évident. Pourquoi est-ce que ça n'est pas fait là? Ah non, mais aujourd'hui, dans le cadre judiciaire tel que je vous parle, il n'est pas derrière les barreaux. Il a été condamné par le passé, il a fini sa peine, il en est sorti. Aujourd'hui, il est libre. Comme je le disais, il est dans un logement social, il touche des APL. Il a menacé en effet d'égorgement. Alors pour l'instant, d'ailleurs, il faudra voir quelle donne la suite judiciaire. Mais si vous voulez, ça c'est un exemple pour vous situer un peu l'état de la menace dans notre pays. Vos confrères de l'AFP ont révélé il y a quelques semaines de ça, c'est d'ailleurs passé relativement inaperçu, qu'un groupe de 6 personnes, dont une partie était fichée S une fois de plus, prévoyait de commettre un attentat de grande ampleur dans un village rural en Bretagne, dans lequel ils souhaitaient massacrer en une nuit l'intégralité des habitants de ce village. Alors nous avons eu la chance, ce coup-ci, d'avoir nos services et nos forces de l'ordre, évidemment, qui les ont interceptés à temps, mais moi je ne veux pas attendre qu'il y ait un jour un trou dans la raquette et que ce genre de massacre puisse advenir. Je le rappelle, parce que ça c'est quand même important. Il y a 5000, une fois de plus, fichiers S islamistes dans notre pays. Il y a 4900 agents de la DGSI et eux-mêmes indiquent qu'ils ne sont pas en capacité humaine et matérielle, au regard aujourd'hui du flux d'islamistes, de pouvoir assurer une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'ensemble de ces bombes à retardement. Et il est évident qu'on peut pas mettre un policier jour et nuit derrière chacun de ces fichiers S. Donc il faut que l'État apporte une réponse, et la réponse immédiate, c'est d'abord de protéger évidemment ces Français dans l'immédiat et en urgence. Et c'est réaliste ça, 100 000 personnes qu'on place d'un coup en prison? Excusez-moi, j'ai mal entendu votre question. Est-ce que c'est réaliste, parce que vous redonnez ce chiffre, 5 000 fichiers S pour islamisme radical, est-ce que c'est réaliste de tous les mettre en prison?
en détention administrative. Ça n'est pas en prison. Vous savez, il y a d'autres formes aujourd'hui, d'ailleurs, de détention administrative qui existent dans notre pays sans que personne ne s'en offusque. L'assignation à résidence, c'est une détention administrative. La détention provisoire en amont d'une condamnation, quand la personne est encore considérée comme innocente, c'est une détention administrative. L'assignation à résidence, je vous l'ai cité. L'hospitalisation d'office, c'est également une décision administrative. Donc, il y a la rétention de sûreté également, qui est une détention administrative de privation de liberté à l'issue d'une condamnation qui a pourtant été mais à chaque fois, la justice est passée dans les cas que vous donnez. Marion Maréchal, à chaque fois, la justice est passée dans les cas que vous donnez. Là, ce que vous nous dites, c'est avant même qu'il y ait judiciarisation, avant même que la justice se soit exprimée, avant même qu'il y ait un délit qui soit constaté, on prend et on met en rétention. C'est faux. C'est faux. Dans la détention provisoire, la personne est mise hors d'état de nuire parce qu'elle est considérée comme dangereuse en amont d'une condamnation. La justice n'est pas encore passée. D'ailleurs, la personne est présumée innocente. La justice est entrée en jeu, si je puis dire. La justice est entrée en jeu. C'est quelqu'un qui a été mis en examen, par exemple. Et si d'ailleurs... Non mais pardon, si le procès conclut que la personne est innocente, eh bien elle sortira de prison et elle aura quand même effectué cette détention provisoire. Maintenant, moi je vous le dis, évidemment que je ne raisonne pas dans le cadre des règles actuelles. Je considère une fois de plus qu'à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, donc je considère qu'il faut changer le droit. Et d'ailleurs, je regardais ça pour m'assurer que même au niveau international, il y avait des choses envisageables. Et je constate d'ailleurs que dans l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, il existe des dérogations possibles justement à un certain nombre de droits quand une situation particulièrement grave et d'urgence se justifie et quand la sûreté intérieure d'un pays est menacée. Il me semble, en ce qui concerne l'islamisme, que nous sommes exactement dans ce cas de figure. Une fois de plus, je n'ai pas envie, au prétexte du respect de droits fondamentaux d'un certain nombre de personnes identifiées comme particulièrement dangereuses et menaçantes, qu'on menace la sécurité de 66 millions de Français. Moi, je vous le dis, une fois de plus, j'ai 2 petites filles. Je ne peux pas imaginer que demain, dans la rue, elles puissent être égorgées à la sortie d'un bal populaire ou en bas de la Tour Eiffel ou en prenant le métro. Enfin, je veux dire, ce n'est pas audible pour les Français qu'on se contente simplement de dire mais non mais vous inquiétez pas, de toute façon c'est le hasard, c'est la fatalité, c'est la maladie psychiatrique, le droit ne nous permet de rien faire. Enfin je veux dire, ça n'est plus audible pour les Français, donc je pense qu'il faut une mesure de rupture et ça me semble la mesure à l'heure actuelle la plus efficace. Il y a du monde sur ce plateau pour vous interroger. Christophe Barbier. Mesure notamment. transitoire d'ailleurs. Je vois deux obstacles à votre proposition. D'abord, un obstacle pratique. 5000 places de rétention administrative, on peut toujours les construire, bien sûr. On sait que ce sont des bâtiments quand même moins sécurisés, moins surveillés que les prisons. Quel maire, dans quelle commune, acceptera pour sa population d'avoir 50, 70, 150 fichiers S islamistes regroupés dans un centre de rétention administrative où ils pourront d'ailleurs cogiter ensemble et préparer ensemble d'éventuelles actions ou d'éventuelles influences. L'autre obstacle, il est juridique. Vous ne passerez pas, vous en êtes consciente, la barre du Conseil constitutionnel. Il faudra donc changer cette constitution et donc vous faites entrer la France dans un nouvel État qui ne sera plus l'État de droit que nous connaissons jusqu'à présent. Alors 2 choses. La première, pardonnez-moi, c'est que en l'occurrence, quand l'État français veut répartir des dizaines de milliers de migrants sur le territoire, y compris dans les zones rurales, il le fait, il trouve de quoi loger ces personnes, il l'impose quand il en a la volonté. Permettez-moi quand même d'imaginer que quand non mais d'accord, très bien, mais ce que je veux dire, c'est quand on veut apporter des solutions matérielles, on les apporte, on trouve des solutions, on les impose, on récupère des habitations, des logements, des infrastructures et tout ça fonctionne. Donc moi je pense que c'est toujours une question de volonté et de priorité. Il me semble que la menace islamiste devrait nous mobiliser matin, midi et soir et que ça devrait donc être là que l'État met toute son énergie et toute sa volonté. Maintenant vous parlez de l'État de droit, mais pardon, mais dans État de droit il y a le mot droit, mais il y a aussi le mot État. Et l'État, son premier devoir, c'est quand même de garantir la sécurité des Français. Et il me semble, une fois de plus, que, vu la situation, vu aujourd'hui les profils auxquels nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas attendre un éventuel passage à l'acte avant de répondre. Une fois de plus, l'arrestation et la détention administrative, c'est une mesure transitoire pour permettre d'évaluer au cas par cas et d'apporter donc des réponses. Sachez d'ailleurs, Gérald Darmanin lui-même disait que sur ces 5000 islamistes fichés S, il y en avait à peu près 1500 de mémoire qui étaient étrangers. Donc il est évident que ceux-là, par exemple, n'ont pas vocation à rester sur notre sol, de la même manière que ceux qui sont binationaux n'ont pas vocation
vocation, je l'espère et je le souhaite, à garder la nationalité française, vu qu'ils sont selon moi dans le cadre d'une intelligence avec l'ennemi, et qu'une fois de plus, en ce qui concerne les Français restants, vous avez raison de le rappeler, puisque l'homme que je vous citais tout à l'heure, dont j'espère qu'il sera poursuivi et condamné, est libre à l'heure où je vous parle, mais avec cette mesure, le temps que la condamnation puisse arriver, il sera mis au moins hors d'état de nuire. Mario Maréchal, autre question, Guillaume Tabar du Figaro. Oui, bonsoir Mario Maréchal. C'est vrai que l'état de droit ne peut pas forcément avoir un périmètre qui soit figé. Donc le pouvoir politique est légitime à vouloir à la fois changer les lois, voire changer la Constitution pour répondre à des nouvelles menaces. Mais précisément, selon vous, quels sont les points précis qui nécessiteraient un changement législatif et ceux qui nécessiteraient un changement de la Constitution? Et concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait changer la Constitution pour que la France puisse se doter d'outils efficaces contre l'islamisme? Alors écoutez, je vais vous dire, en réalité, je suis même pas sûr qu'il faille un changement constitutionnel, puisque cette mesure avait été évoquée fut un temps en 2016 par un certain nombre de républicains. Elle avait d'ailleurs été évoquée en son temps par Nicolas Sarkozy. Et en 2016, elle avait été retoquée par le Conseil d'État, parce que dans la manière dont elle avait été proposée, elle ne s'était pas faite sous le contrôle du juge des libertés. Donc elle s'était faite en dehors de tout contrôle du juge. Donc ce à quoi on aboutit à l'issue de cette décision du Conseil d'État, c'est qu'il faudrait que le juge des libertés puisse donc évaluer cette décision et la réévaluer à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elle reste pertinente. Donc il me semble que même en l'état actuel du fonctionnement constitutionnel, on pourrait mettre en place cette mesure si tant est évidemment qu'il y ait un contrôle du juge qui permette à plusieurs étapes de s'assurer de la justification évidemment de cette mesure exceptionnelle. Deux petites questions encore, Mario Maréchal. D'abord, il y a 1300 fichiers S qui sont d'extrême droite, d'ultra droite. Cela, vous dites, on n'y touche pas, ça ne sert à rien. Vous dites aux services de renseignement, ne perdez pas de temps, il n'y a pas de danger de ce côté-là? Pardon monsieur, mais moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les Français, quand ils se baladent dans la rue, n'ont pas peur d'une agression, d'un viol, d'un meurtre ou d'un égorgement de l'extrême droite. Et à juste titre, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que la menace d'extrême droite en France, elle n'existe pas, ou en tout cas elle est absolument dérisoire. Ça n'est pas une menace pour la sûreté nationale. Il n'y a pas de 5e colonne d'extrême droite manipulée ou d'ultra droite manipulée par l'étranger aujourd'hui qui menace une fois de plus l'intégrité du territoire français. Donc je veux dire, essayer de faire un parallèle entre ces deux événements me semble plus relever de la dispersion et de la diversion que de l'honnêteté politique. Et moi, en tant que responsable politique, je dois d'abord me concentrer évidemment sur ce qui aujourd'hui et encore avant-hier menace la sécurité des Français. Et aujourd'hui, pardon, oui, je suis désolée de le dire crûment, pour moi, l'ultra-droite n'est pas un sujet de menace pour les Français dans leur quotidien. C'est pas vrai de dire ça factuellement, statistiquement, ça n'est pas vrai. Attendez, Guillaume Fard, il n'y a pas de menace de l'ultra-droite, de l'extrême droite, de ces mouvements-là? Si, il y a évidemment une menace. Il y a un projet d'attentat tous les 6 mois déjoué en moyenne par la Direction générale de la sécurité intérieure. Il y a des gens qui ont pu tuer Frédéric Limolle dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020 à Saint-Just. Il tue 3 gendarmes, donc c'est quand même pas négligeable. Il y a eu des tirs par balle sur la mosquée de Bayonne en 2019. Il y a un homme qui est mort, Clément Méric, accessoirement, n'insultons pas sa mémoire. Il y a le cas de ce rugbyman argentin également. Donc il y a des cas. Monsieur, vous donnez des exemples. Vous donnez des exemples qui ne se passent absolument pas dans le cadre de motivation politique ou d'événements politiques. Donc vous n'êtes pas honnête intellectuellement. Il y a aussi peut-être, vous savez, dans notre pays, par exemple, je sais pas moi, des pédophiles qui sont socialistes, et vous n'allez pas lier le fait qu'ils soient pédophiles et socialistes. Donc en fait, remettez les choses dans leur contexte. Excusez-moi de vous dire, si vous avez envie de vous convaincre... Le 23 décembre 2022, il y a un homme qui a tiré sur des Kurdes russes. Attendez, Mario Maréchal, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mario Maréchal. Tout contexte politique. Guillaume Fard a une remarque à faire. Je veux bien vous parler de l'ultra-droite. Il y a une discussion. S'il n'y a pas de discussion, ça ne sert à rien, Guillaume Fard. Vous me demandiez, rue d'Anguin, le 23 décembre dernier, vous avez un homme qui a tiré sur des gens d'origine kurde parce qu'il était animé d'intentions xénophobes et qui a déclaré aux enquêteurs que préalablement, après s'être ravisé, il voulait aller à Saint-Denis pour tirer sur des migrants. Donc c'est quand même que quand on est animé de pulsions xénophobes, on peut tuer. On n'est pas face à des organisations
structurées d'ultra-droite politique qui agissent de manière concertée pour faire des attentats ou qui répondent à une allégeance d'un pays extérieur. Vous voyez bien que ça n'est pas comparable. Le fait qu'il puisse y avoir des individus ou des criminels dans notre pays, bien sûr, ça existe, mais expliquer qu'aujourd'hui, il y a une menace organisée, une cinquième colonne qui serait équivalente aujourd'hui aux islamistes, qui pourrait prêter allégeance à l'étranger, qui serait même financée éventuellement en partie pour l'étranger, pardonnez-moi de vous dire que c'est un mensonge. Voilà, il n'y a pas de menace équivalente. Et ah non, on ne sera pas d'accord, je suis désolée. Je pense que les Français, si vous leur posez la question, excusez-moi, vous diront pas quand ils sortent dans la rue qu'ils ont peur de l'ultra-droite. Mario Maréchal, Question de Bruno Jeudi. Mario Maréchal, la menace, l'extrême droite, ultra-droite, c'est 1500 ou 1300 fichiers S. L'ultra-gauche, c'est 3000 fichiers S. Qu'est-ce qu'on fait de cela ? 3000 fichiers S parmi l'ultra-gauche, d'individus classés aussi potentiellement dangereux. Qu'est-ce qu'on fait de cela ? Ah non, mais c'est évident qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est marrant, on parle beaucoup de l'ultra-droite depuis 10 jours, on parle assez rarement de l'ultra-gauche qui, elle, pour le coup, a à son actif énormément d'agressions et de violences et régulières, d'ailleurs, et qui bénéficie d'une relative tolérance sur le plan judiciaire, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai encore vu d'ailleurs que un certain nombre d'organisateurs des manifestations extrêmement violentes de Sainte-Soline avaient été condamnés à peine quelques mois de prison de sursis. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quand même une forme de poids, de mesure. Maintenant, il me semble qu'en ce qui concerne la mesure que je vous propose aujourd'hui, qui, comme vous l'avez rappelé, est une mesure exceptionnelle, elle doit s'adresser à des cas exceptionnels et particulièrement menaçants de façon structurelle pour l'ensemble de la France et des Français. Et il me semble qu'elle doit donc de ce fait-là être réservée aux islamistes et aux islamistes fichés. Parce qu'on ne peut pas évidemment étendre ce dispositif à toutes les formes de menaces, et la particularité, la singularité de la menace islamiste doit avoir une réponse évidemment adaptée. Oui, une toute dernière question sur une autre mesure. Jordan Bardella qui plaide pour une rétention de sûreté systématique pour les affaires liées au terrorisme, voire même à vie. C'est ce qu'il a laissé entendre. Est-ce que vous êtes pour ? Moi, je pense que ça peut tout à fait être une mesure évidemment complémentaire. Elle existe déjà, elle me paraît justifiée. Si à l'issue d'une condamnation, on identifie des gens qui restent potentiellement dangereux pour la collectivité, il ne me choque pas évidemment que la justice puisse décider un maintien en détention pour protéger la société. Une fois de plus, il faut savoir où sont nos priorités. Parce que moi, je veux bien qu'on se cache derrière l'état de droit, mais c'est vrai que moi, en tant que responsable politique, je vous le dis, je me soucie davantage de la vie du Français, du policier, du professeur, du touriste, de la mère de famille, donc des jeunes filles en danger, que celui d'un islamiste qui part... Une rétention à vie, que ça celui peut être d'un une mesure que vous islamiste défendez. du fait ou de ses condamnations, ou de ses comportements, ou de ses fréquentations, ou de ses propos, constitue manifestement une menace pour la France, déteste notre pays, déteste ce que nous représentons, déteste les mécréants que nous sommes, et donc reste empêtré dans une idéologie qui fait de lui, une fois de plus, une bombe à retardement. Merci Marion Maréchal, merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission spéciale